Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand, directeur de l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chaire et je suis aussi professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui souligne le lancement de l'édition 2022 du rapport sur les cyberincidents géopolitiques au Canada de notre Observatoire des conflits multidimensionnels, l'OCM. L'OCM a été créé en 2019 grâce à l'appui de la Banque nationale du Canada et c'est une équipe de recherche qui vise à étudier les nouvelles stratégies de puissance déployées sur la scène internationale pour déstabiliser des États, fragiliser leurs institutions et processus politiques, porter atteinte à leurs systèmes et infrastructures critiques. Donc, on étudie la désinformation, les manipulations de l'information, les cyberattaques, l'usage des technologies numériques à des fins géoéconomiques, le cyberespionnage, etc. C'est dans cet esprit qu'on publie aussi chaque année un rapport sur les cyberincidents géopolitiques au Canada. C'est un rapport qui s'appuie sur des données colligées dans une autre publication de l'OCM qui s'appelle le répertoire des cyberincidents canadiens. C'est un répertoire qui est disponible en libre accès sur notre site Internet. Je vous invite à le consulter si le sujet vous intéresse au www.dandurand.uqam.ca. Et c'est un répertoire qui recense des dizaines de cyberincidents géopolitiques et stratégiques qui ont directement touché le Canada depuis une dizaine d'années. C'est un répertoire et le rapport aussi ce rapport vise 3 objectifs au moins, le répertoire également. On essaie de mieux définir le phénomène des cyberincidents géopolitiques et stratégiques et leurs conséquences pour le Canada. On va en parler aujourd'hui, mais ce qu'on dit au fond, c'est une des thèses de nos recherches, c'est que ces cyberincidents sont beaucoup plus fréquents qu'on pourrait le croire, qu'on pourrait le penser. On explique aussi dans ce rapport et ce répertoire que les cyberincidents géopolitiques visant le Canada prennent diverses formes. Ce sont des actions malveillantes de la part d'acteurs internationaux de toutes sortes, souvent des États, qui emploient la boîte à outils numérique pour atteindre toutes sortes d'objectifs politiques, militaires ou économiques. Quand je parle de la boîte à outils numériques et d'actions malveillantes, je fais ici référence aux cyberattaques, aux actions de manipulation de l'information, au cyberespionnage, au vol de données sensibles, et on va en parler un petit peu plus aujourd'hui. Notre deuxième objectif, c'est d'aider, si possible, les gouvernements au Canada, les gens d'affaires, les médias, le public canadien à mieux distinguer les types de cyberincidents qui touchent le Canada. Et on veut aussi, par nos recherches, essayer de favoriser un débat, une discussion publique sur les meilleures stratégies et politiques pour prévenir ces cyberincidents à l'avenir, protéger les intérêts du Canada dans l'espace cyber. Vous allez le voir aujourd'hui, nos données montrent que le Canada est vulnérable à plusieurs types de cyberincidents géopolitiques et stratégiques. Dans l'édition de l'an dernier de notre rapport, on avait notamment mis en lumière le cyberespionnage des entreprises canadiennes, les campagnes de désinformation visant les gouvernements du Canada, les gouvernements au Canada ou les intérêts du Canada à l'étranger. On parlait notamment des campagnes de désinformation visant les soldats canadiens stationnés dans les pays baltes, en Lettonie, pour être plus précis. Et on abordait également l'an dernier les cyberattaques contre des organisations internationales dont le Canada est membre ou le pays hôte. Vous allez le voir aujourd'hui avec nos invités. On met en lumière cette année des nouvelles tendances, 3 tendances au moins qui doivent être surveillées selon nous. Le cyberespionnage de plus en plus fréquent par des puissances étrangères d'activistes établis au Canada, l'usage grandissant du cybermercenariat par les États et d'autres acteurs et l'essor massif des cyberattaques par rançongiciel. On va aborder ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et le troisième objectif de notre entreprise, c'est de répertorier, ça c'est vraiment l'objectif du répertoire, les principaux cas concrets de cyberincidents géopolitiques et stratégiques ayant touché le Canada au cours des dernières années. Pourquoi? Parce qu'on veut, si possible, offrir aux Canadiens et Canadiennes une base de données en libre accès qu'on met à jour régulièrement et qu'on peut aller consulter pour voir ce qui s'est déjà produit et pour prévoir à l'aide de cette base de données aussi le type de cyberincident qui pourrait survenir au Canada à l'avenir. Dans l'édition de cette année de notre rapport qu'on rend public cette semaine d'ailleurs, vous constaterez qu'on parle notamment de cyberincidents concrets comme les actions d'hameçonnage visant des activistes ouïghours au Canada, la campagne de piratage de Mercenary Amanda et le piratage du Collège militaire royal de Kingston. On va en parler un petit peu tantôt. Il y a d'autres exemples qui sont cités dans le rapport et ce travail de veille est réalisé grâce aux recherches
de nos trois invités d'aujourd'hui que je vais vous présenter dans un instant et qui font partie de l'équipe de l'OCM et qui vont nous aider à répondre à quelques questions générales aujourd'hui. À quelle fréquence le Canada fait-il l'objet de cyberincidents géopolitiques? Que sait-on de l'origine et de la nature de ces cyberincidents géopolitiques touchant le Canada? Et surtout, quelles tendances majeures doit-on surveiller aujourd'hui et à l'avenir? Donc, je vous présente nos trois invités. Ils sont co-auteurs du rapport qui s'intitule, je vous donne le titre, Cyberincidents géopolitiques au Canada, État des lieux 2022. Comme je le disais tout à l'heure, on rend ce rapport public cette semaine. C'est également disponible gratuitement en libre accès sur notre site Internet au www.endurant.cam.ca. Donc, nos trois invités sont Alexis Rapin. Il est chercheur à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Il travaille notamment sur les transformations de la conflictualité, la cyberdéfense, l'essor des stratégies de désinformation. Et il a contribué au cours des dernières années à de nombreux ouvrages collectifs en français et en anglais portant sur les conflits armés, la politique étrangère, notamment la politique étrangère des États-Unis. Bonjour Alexis, merci d'être là. Bonjour. Gabrielle Gendron est notre deuxième invitée. Elle est chercheure et coordonnatrice à l'Observatoire des conflits multidimensionnels et elle travaille sur le développement de l'économie numérique et des nouvelles technologies chinoises. Elle travaille également sur la cybersécurité dans la région de l'Asie du Sud-Est, les initiatives numériques du projet Belt and Road Initiative et l'exportation numérique également de pays, la Chine notamment. Et vous allez voir que ce sur quoi elle a travaillé pour ce rapport correspond à ces expertises-là. Dany Gagné, bonjour Gabrielle, désolé, je ne t'ai même pas salué. Bonjour. Et finalement, Dany Gagné est chercheur et coordonnateur de l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Ses recherches portent sur la stratégie américaine de guerre par drone de combat et ses travaux à l'OCM ont porté sur divers sujets comme les manipulations de l'information à des fins géopolitiques, lors notamment des récentes turbulences au Kazakhstan ou encore dans le cadre, ça c'est un sujet d'actualité, dans le cadre des relations entre la Russie et les forces armées canadiennes postées en Europe sous l'égide de l'OTAN. On aura peut-être l'occasion aussi d'aborder le cas de l'intervention russe en Ukraine en ce moment, quelles sont les composantes numériques de ces conflits-là, de ce conflit-là. Est-ce que le Canada fait l'objet d'actions malveillantes de la part de la Russie dans l'espace cyber, étant donné la position du Canada dans le dossier ukrainien? On pourra en parler tout à l'heure. Donc, Alexis, je commencerai par une question un peu générale parce que tu as rédigé la première partie du rapport et c'est une partie où tu offres un survol général des données qu'on traite dans ce rapport-là de façon générale pour l'année qui vient de se terminer. Peux-tu nous dire, là, en regardant ces données-là, quels sont les types d'incidents les plus fréquents qu'on a relevés cette année? Quelle est l'origine de ces incidents et quelles sont les grandes lignes, les grandes conclusions de notre rapport de cette année, Alexis? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Fred de poser la question. Peut-être pour commencer, un gros chiffre, en fait, le gros chiffre du rapport, c'est 75. C'est le nombre de cyberincidents géopolitiques qu'on a répertoriés au Canada depuis 2010. Donc, on parlait de fréquence tantôt. On parle d'une moyenne d'environ 5-6 incidents par an sur toute la période, donc depuis 2010. Mais on peut déjà souligner que c'est un phénomène qui s'accélère. En fait, la fréquence augmente et depuis, grosso modo, 2017, on est plutôt sur une moyenne de 9 ou 10 cyberincidents par année au Canada. Et si on se penche sur la nature de ces incidents, quel type d'incidents on observe plus précisément, il y a très clairement encore et toujours une prépondérance du cyberespionnage. 49 des 75 cyberincidents qu'on a traités dans le rapport relèvent de cyberespionnage, donc les 2/3 en gros. On parle bien sûr d'espionnage traditionnel, donc qui a pu viser des agences gouvernementales canadiennes par exemple, mais aussi, voire surtout en fait, de cyberespionnage économique ou industriel, donc beaucoup d'entreprises, d'universités, d'organes de recherche et développement qui ont fait l'objet de piratage pour dérober de la donnée sensible, en fait. On a un petit graphique, d'ailleurs, dans le rapport qui donne un aperçu de un peu la répartition des entités qui sont visées par le cyberespionnage au Canada. Donc ça, c'est le gros morceau, si je peux dire, c'est le cyberespionnage. Le deuxième type d'incident plus fréquent, c'est, comme tu l'as évoqué tantôt, les manipulations de l'information. Donc, les campagnes étatiques de désinformation, de trolling en ligne, notamment via les plateformes de réseaux sociaux. On en a recensé 15
depuis 2010. Donc, ça représente en gros 20% du total. Donc, on voit déjà que juste avec ces deux catégories, cyberespionnage et manipulation de l'information, on couvre à peu près déjà plus des 3/4 en fait du total des cyberincidents. Je ne m'étends pas trop sur les autres types d'incidents. J'inviterai peut-être les gens à aller consulter le rapport ou le répertoire en ligne pour en savoir plus. Mais peut-être dire deux mots par contre de l'origine de ces cyberincidents. On voit encore et toujours à nouveau que c'est grosso modo 4 pays qui partagent le gros des cyberincidents qui touchent le Canada. En première position, la Chine, avec 23 cyberincidents sur les 75. Ensuite, la Russie, 18 cyberincidents. En troisième position, mais avec un score quand même moindre, c'est l'Iran, 8 cyberincidents. Et pas très loin derrière, la Corée du Nord, avec 6 incidents. Et bon, on le dit souvent, mais c'est toujours important de le répéter quand même. On parle ici d'origine géographique et non pas forcément de responsabilité politique des incidents. Donc, ce qu'on dit, c'est que 23 des incidents répertoriés provenaient de Chine, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le gouvernement chinois qui était derrière ces incidents. C'est souvent le cas, mais voilà, il y a différentes subtilités autour de ces enjeux. Donc, nous, on s'en tient surtout à la provenance géographique dans nos données. Donc, ce serait ça, les grandes lignes en termes de chiffres, si je peux dire. 75 cyberincidents géopolitiques depuis 2010 au Canada, en grande majorité du cyberespionnage, avec à peu près la moitié de ces incidents qui proviennent soit de Chine, soit de Russie. Et Alexis, je t'entends y aller de chiffres 75, 6, 23. Les gens qui nous regardent pourraient avoir tendance à dire c'est pas beaucoup. Mais au fond, si on aborde un petit peu la méthodologie de nos travaux, c'est que, et c'est ce qu'on dit dans le rapport, il y a beaucoup de cyberincidents qu'on ne peut pas répertorier pour diverses raisons. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Parce qu'au fond, c'est la pointe de l'iceberg, le rapport. C'est ce que l'on sait, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas finalement, Alexis, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ben, je dirais que le rapport finalement répertorie ce qu'on peut appeler la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire nous on s'appuie sur des sources ouvertes en fait, on n'est pas dans le secret des dieux, hein, on s'appuie sur ce qui a été publicisé, ce que les médias ont rapporté, ce que les firmes de cybersécurité par exemple publient dans des rapports sur des incidents. Donc nous en fait on peut que s'en tenir à ça et c'est ça qu'on répertorie, mais effectivement il y a fort à parier que ça représente de loin pas l'ensemble des cyberincidents à caractère géopolitique qui touchent le Canada, puisque il faut bien voir que les entités qui sont touchées ont voilà, différents incitatifs à ne pas forcément parler de ces cyberincidents, ne pas les sortir sur la place publique pour protéger leur image, leur crédibilité, etc. Et donc, il y a un ensemble dont la taille est inconnue de cyberincidents dont on n'a pas encore connaissance et qui forcément ne figurent pas en fait dans nos données. Merci, Alexis. Et tu as mentionné ces 4 États qui, dans notre rapport, du moins, seraient à l'origine de plusieurs des actions malveillantes qui sont abordées là. Un des pays dont on parle, c'est la Chine. Comme l'an dernier, la Chine figure parmi les États de cette liste, lorsqu'on regarde l'origine géographique principale des actions malveillantes visant le Canada. Et Gabriel Gendron aborde un cas concret dans ce rapport cette année, c'est-à-dire la surveillance électronique de membres de la société civile au Canada par des États, d'autres États à l'étranger, notamment la Chine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Gabriel, quels groupes font l'objet de cette surveillance et qui surveille ces groupes-là? Quel État en particulier et quel cas tu abordes dans le rapport? Oui, merci beaucoup, Frédéric. En effet, dans le rapport, je traite vraiment, c'est ça, de la surveillance électronique de membres de la société civile qui sont majoritairement des activistes pour les droits humains ou des individus qui appartiennent à des minorités opprimées. L'espionnage d'activistes comme ça et la surveillance ciblée de minorités est réalisé par des instances étatiques. C'est un phénomène qui a augmenté massivement dans la dernière décennie, qui s'inscrit maintenant comme un outil vraiment important dans l'arsenal répressif de régimes qui sont le plus souvent autoritaires. Dans le rapport, c'est assez bien illustré par la Chine qui développe depuis des années là, des compétences saisissantes dans le domaine de la surveillance numérique et qui vise fréquemment les diasporas ouïghours à l'étranger, qui font donc l'objet de cyberattaques visant à collecter soit des renseignements ou à intimider les critiques du parti. Au Canada, on a été assez témoin de ce type de cyberespionnage envers la communauté ouïghour,
mais aussi envers des individus d'origine tibétaine et des organisations tibétaines canadiennes qui luttent pour la cause du Tibet, ainsi que plusieurs adeptes du Falun Gong qui est interdit en Chine, qui mentionne avoir fait l'objet d'opérations d'intimidation et de salissage orchestrées par Pékin. Ça démontre vraiment bien, je trouve, que les communautés qui sont jugées problématiques par la Chine font l'objet de surveillance constante et d'harcèlement par l'appareil sécuritaire chinois. Mais c'est pas le seul État, ça aussi je le mentionne. Juste au Canada, on soupçonne les services de sécurité saoudiens d'avoir fait de la surveillance ciblée de dissidents saoudiens établis au Québec, ainsi que l'État iranien qui serait probablement derrière une massive campagne de cyberespionnage qui a visé des centaines d'activistes impliqués dans la défense des droits humains en Iran, que ce soit des journalistes, des activistes, des avocats, même des militants étudiants qui seraient majoritairement issus de minorités ethniques ou religieuses iraniennes, dont plusieurs étaient établis au Canada. Ça démontre vraiment bien comment les réseaux d'information sont utilisés désormais comme des outils de répression de la dissidence au service des régimes autoritaires, permettant ainsi d'étouffer la critique, de surveiller, de menacer, de réprimer les actions collectives en ligne et hors ligne. C'est porteur d'assez grandes conséquences, notamment pour les droits humains, mais aussi le droit à la vie privée. Puis l'enjeu, c'est que les pirates informatiques utilisent des techniques qui sont beaucoup plus complexes et perfectionnées. C'est assez difficile d'intercepter ce type de surveillance ciblée-là. Et pourquoi le cas des activistes ouïghours, là, selon toi, pourquoi ça illustre l'importance de surveiller cette tendance au cours des prochaines années? Selon moi, ça démontre vraiment bien comment le cyberespace est devenu un territoire où se prolongent les luttes de pouvoir sociopolitique et où les capacités de surveillance des régimes sont décuplées. Le cas des activistes ouïghours a été dévoilé en 2021 par Facebook, qui a mentionné qu'il avait pris des actions contre des pirates informatiques qui avaient utilisé la plateforme pour surveiller des activistes ouïghours, dont une vingtaine en sol canadien. Donc, c'est vraiment une extension de la machine de surveillance chinoise qui sévit au Xinjiang présentement. Ça soulève un enjeu vraiment important, celui de la technologie qui s'optimise très, très rapidement, mais la protection des individus au travers de celle-ci n'arrive pas à suivre le rythme. Les individus bénéficient de protections minimes, malgré une présence vraiment importante dans les réseaux de l'information et surtout depuis la pandémie, où il y a une dépendance accrue à Internet. Puis maintenant, les outils numériques sont vraiment considérés comme un moyen d'étendre, en fait, les objectifs de répression de certains dirigeants. Puis il y a une certaine démocratisation des technologies dédiées à la surveillance qui est décuplée parce que l'intelligence artificielle devient plus affinée et moins dispendieuse. Donc, ça permet à des régimes d'acheter, par exemple, des programmes de surveillance. Donc, c'est vraiment, selon moi, une tendance à surveiller, notamment cette espèce de commercialisation de la surveillance, qu'il y a de nombreuses entreprises spécialisées dans le secteur informatique qui offrent et qui vendent et qui fournissent désormais des logiciels, par exemple, capables d'intercepter toutes les communications d'un individu, les communications électroniques d'un individu ou d'une population à des États. Ces outils-là sont utilisés pour faciliter la répression par un régime autoritaire, notamment pour le ciblage d'activistes, d'opposants politiques et de minorités. Puis, en Chine, en ce moment, qui est un de mes grands intérêts, il y a un branle-bas étatique pour le développement et l'exportation de telles technologies qui sont financées par l'État et en demande. Le gouvernement éthiopien, en ce moment, utilise des infrastructures de communication qui ont été fournies par le géant des communications ZTE pour traquer et écouter les communications des journalistes et des opposants politiques, Puis, en Équateur, à Quito, il y a un système de 4000 caméras de surveillance qui a été installé par la Chine, dédié à surveiller et à traquer les dissidents politiques, qui est le même, en fait, le système de base du système de surveillance de caméras qui est utilisé en ce moment en Chine. Donc, c'est vraiment cette espèce d'alliance-là entre les nouvelles technologies qui se développent vraiment à un rythme fou et la volonté de surveillance qui va, selon moi, décupler les campagnes de surveillance ciblées comme ça, puis d'espionnage d'activisme. Merci beaucoup, Gabrielle. Et d'ailleurs, tu as traité aussi de ces questions-là dans une autre série de publications que l'OCM fait paraître aux 2 semaines environ, les chroniques des nouvelles conflictualités. Ce sont des petits textes de 1200-1500 mots qui abordent toutes sortes de questions liées aux conflits multidimensionnels, à la cybersécurité, et tu abordes régulièrement
le rôle de la Chine dans ces secteurs d'activité internationaux. Et j'invite les gens à aller consulter tes autres recherches qui sont absolument fascinantes. Et Danny Gagné, lui, parle du phénomène des rançongiciels dans ce rapport de 2022. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est une attaque par rançongiciel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Danny, ce que c'est, pourquoi c'est important d'en parler? Et on pourrait penser aussi que les attaques par rançongiciel sont surtout des attaques criminelles habituellement, mais en quoi peuvent-elles prendre la forme d'une attaque géopolitique, ces attaques par rançongiciel, Danny? Oui, parfait. Merci, Frédéric. Déjà en partant, on va définir le phénomène ou l'attaque. Donc, quand on parle d'un rançongiciel, on parle d'un vol de données. Donc, un groupe cybercriminel va voler des données, par exemple, à une entreprise, vont crypter ces données-là et vont échanger, donc vont monnayer ces données-là, la restitution de ces données-là à l'entreprise en question. Donc, par exemple, on a eu un cas qui était très médiatisé l'année passée, le cas de Colonial Pipeline aux États-Unis. Donc, on parle d'un pipeline qui se fait pirater. On demande 5 millions à la compagnie pour redonner les données. Donc, en fait, on crypte les données, on dit, on va te les redonner, on va te donner une clé pour décrypter tout ça et tu vas pouvoir reprendre tes activités. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas-là? La compagnie, elle est dans la panique, elle a simplement tiré sur la plug en bon français et ce pipeline-là où on transite une quantité de 2,5 millions de barils de pétrole par jour, ben, maintenant, c'est à sec, le robinet est fermé. Donc, c'est le danger. On l'a vu au Canada. Il y a eu une attaque de ce type-là au Canada, au Collège militaire de Kingston, où on a volé des données. Donc, par exemple, des dossiers étudiants, des rapports de notes, des lettres de recommandation, des choses comme ça, pour essayer de faire un peu essayer de dresser le portrait de l'organisation à l'interne. Donc, on a bloqué les systèmes informatiques du collège et ça a pris des mois avant de rétablir tout ce qui est connectivité, tout ce qui est système administratif, tout ce qui est communication entre les étudiants. Pourquoi on a choisi d'en parler dans le rapport cette année? C'est une question qu'on s'est tous et toutes posée parce que, oui, comme tu le dis, Frédéric, ça ressemble plus à de la cybercriminalité. Cependant, c'est qu'on voit, premièrement, on voit l'ampleur de ce phénomène-là. Si on regarde, par exemple, les 6 premiers mois, un rapport qui était sorti, les 6 premiers mois de 2020, comparé aux 6 premiers mois de 2021, on a une augmentation de 900% des attaques au rançongiciel. Donc déjà, on a une augmentation incroyable. On passe d'une rançon en moyenne à 5 000 $ à 200 000 $. Donc on se dit, c'est impossible de ne pas traiter de ce phénomène-là. Même si on ne voit pas nécessairement la même piste étatique, on constate les dommages de ces attaques-là et on peut aussi voir les ramifications qui maintenant dépassent les frontières. Si on prend encore une fois le cas de Colonial Pipeline, on parle d'une augmentation de 8% du prix du carburant aux États-Unis. Maintenant, ce genre d'attaque-là peut aussi causer des paniques carrément sur les marchés mondiaux, peut pousser certains pays à acheter plus de carburant pour se dire, il y a une crise qui s'approche, moi je vais essayer de m'accaparer le plus de ressources possible. Ça crée ça crée des chocs économiques, ça peut aggraver la crise encore plus, justement, si on agit, s'il y a des pays qui agissent un peu justement pour protéger leurs propres intérêts, essayer de s'accaparer ces ressources-là. Ensuite, si on regarde les attaques au rançongiciel, quels sont les domaines qui sont les plus ciblés? Dans le top 3, on retrouve la santé, le domaine manufacturier et le domaine des technologies de pointe. Donc, déjà, juste en regardant ça, si on regarde juste, par exemple, le système manufacturier, on se rend compte que déjà, ça peut affecter aussi les chaînes d'approvisionnement. Donc, ça peut, encore une fois, déborder les frontières. Donc, on s'est dit, c'est impossible de ne pas traiter de ça parce qu'à un moment donné, ça devient, les impacts deviennent vraiment lourds et on constate, même encore en 2022, on constate une accélération des dommages de ces attaques-là. On parlait d'origine géographique des attaques tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible de dire, voici des États bien précis qui semblent
être derrière des attaques par rançongiciel à l'égard du Canada? Et si oui, pourquoi ces États visent-ils le Canada spécifiquement? En fait, premièrement, c'est très difficile, comme n'importe quelle cyberattaque, de pointer du doigt quelqu'un, de trouver une cible, parce que, ce sont des attaques qui sont faites sous le couvert non seulement de l'anonymat, mais je veux dire qui passent par différents groupes. Donc, très difficile de remonter la piste jusqu'à quelqu'un. Maintenant, on ne peut pas attribuer on peut pas dire, mais tel État a fait telle cyberattaque, telle attaque au rançongiciel, par exemple, dans les dernières années. On n'a pas assez de matière pour prouver des liens. Maintenant, cependant, on peut quand même établir un certain nombre de corrélations. Si on regarde pour l'année 2021, si on regarde, par exemple, où sont exfiltrées les données, donc on s'entend une attaque au rançongiciel. Ça va bien aujourd'hui. Rançongiciel. Donc, on prend les données, on les exfiltre d'un pays vers un autre. Donc, on va voler des données, par exemple, aux États-Unis. Ces données-là vont se retrouver ailleurs sur la planète. Si on regarde, la Russie était surreprésentée. Donc, si on regardait où se rendaient les données, la Russie était surreprésentée dans les pays qui recevaient ou qui hébergeaient les serveurs où ces données se rendaient. Ensuite, si on regarde, pour 2022, on voit une nouvelle tendance. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va se maintenir dans le temps? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais si on regarde les 3 premiers mois de 2022, on se rend compte que 17% des données sont exfiltrées en Russie, 19% en Chine, selon un dernier rapport de BlackFog. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça aussi? Puis on s'entend que ce sont des pays qui ont un contrôle quand même assez rigide sur l'Internet. Donc, la Chine, contrôle sur l'Internet qui est quand même... L'État est omniprésent sur Internet. Donc, surreprésentés dans ces catégories-là, ils ont les moyens d'intervenir. Ils connaissent sûrement ces groupes-là, mais choisissent de ne pas intervenir, justement. Donc, il n'y a pas de connexion étatique nécessairement, mais il y a une espèce de copinage où on se dit, tant que tu me déranges pas moi, tant que tes attaques affectent des personnes qu'on pourrait considérer, des États qu'on pourrait considérer comme des ennemis, des compagnies qui sont dans des États qu'on pourrait considérer comme des ennemis, je vais te laisser aller, je vais te laisser faire. Et on se rend compte, par exemple, un groupe qui s'appelle REvil, qui est un groupe de cybercriminels russes, eux, ils font leur programmation, ils programment leur rançongiciel pour être certains qu'ils ne s'attaquent pas à des systèmes informatiques qui ont été codés, qui ont été paramétrés en langue russe. Donc, il y a cette volonté d'éviter justement de piquer la mauvaise personne. Donc, on peut, sans dire qu'il y a une connexion étatique claire, il y a quand même certaines coïncidences comme ça qu'on observe. Et donc, ce que tu disais tantôt, tu parlais d'un pourcentage assez étonnant, 900% d'augmentation pour ce type de cyberattaque-là. Évidemment, c'est en comparant les données qu'on a répertoriées cette année, on les compare à celles de l'an dernier. Je disais tout à l'heure qu'il y a bien des attaques qu'on ne peut pas répertorier, mais parmi celles qu'on a répertoriées, on note une augmentation assez importante des attaques par rançongiciel. Est-ce que tu aurais tendance à dire que c'est un des phénomènes à surveiller pour les entreprises canadiennes, les gouvernements canadiens à l'avenir? Est-ce que c'est vraiment la nouvelle voie empruntée par bien des acteurs malveillants à l'échelle internationale? Est-ce que c'est ça qu'il faut surveiller, ce phénomène-là qu'il faut surveiller? C'est là où il y a une plus grande augmentation, selon toi? C'est certain que c'est très important pour moi de le surveiller. Pourquoi? Déjà, en partant, si on regarde les chiffres, si on compare les 3 premiers mois de 2021 aux 3 premiers mois de 2022, on est encore plus haut que l'année passée. Donc, le phénomène, il s'accélère encore cette année. L'année dernière, le département du Trésor américain nous disait à peu près 600 millions de pertes pour 2021. Au Canada, on n'a pas de chiffre officiel, mais au Canada, on souffre de ce problème-là aussi dans une moindre mesure parce qu'on n'a pas la même économie, si on veut, que les États-Unis. Mais oui, déjà en partant, juste si on regarde l'accélération, le nombre de d'attaques au rançongiciel, ça augmente encore cette année. Qu'est-ce qu'il faut observer aussi, c'est que même si, encore une fois, on n'est pas capable d'identifier d'acteurs étatiques derrière certaines attaques, les personnes, les groupes criminalisés qui font ce genre d'attaque-là, mais ces groupes-là, ils ont des capacités informatiques quand même
considérable. Donc, les États pourraient être aussi intéressés peut-être à approcher ces groupes-là, aller chercher un peu qu'est-ce qu'on pourrait appeler en bon français des hackers for hire. C'est-à-dire, j'ai besoin de vous pour accomplir telle tâche, telle attaque justement contre une entreprise étrangère. On peut peut-être trouver un moyen de s'entendre. Moi, je vais vous laisser le champ libre à l'avenir, puis vous allez attaquer telle entité, par exemple. Qu'est-ce qui va être important de vérifier? Qu'est-ce qui va être intéressant de vérifier au Canada? C'est le fait que décembre 2021, le Canada nous disait qu'il avait, donc le Centre canadien pour la cybersécurité nous disait qu'il avait entrepris, qu'il avait fait sa première cyberattaque contre un groupe de cybercriminels. Donc, bien sûr, encore une fois, le Canada ne divulgue pas d'informations là-dessus, mais le Canada a vraiment attaqué un groupe de cybercriminels. Donc, à ce moment-là, ce serait de vérifier aussi, est-ce que ce phénomène-là va s'accélérer? Est-ce que le Canada va faire ça de plus en plus? Et est-ce que le Canada va se doter de nouveaux pouvoirs, va étendre ses pouvoirs dans le niveau cyber, justement, pour aller attaquer ces personnes-là? Parce que le problème, c'est que l'attaque au rançongiciel, c'est, oui, OK, on perd de l'argent, mais on va essayer aussi d'aller retrouver cet argent-là pour le ramener dans l'économie. Donc, est-ce qu'ils vont être de plus en plus agressifs? Est-ce que le gouvernement canadien va être de plus en plus agressif? Ça, c'est une chose qui est à suivre aussi. Alexis, tu abordes dans ce rapport cette année le phénomène des cybermercenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est précisément, en quoi le phénomène consiste et comment le phénomène des cybermercenaires, tu vois, Dany, moi aussi j'ai de la difficulté avec une des notions, comment ça peut affecter le Canada, ce phénomène-là? Oui, c'est une troisième tendance sur laquelle on voulait un peu attirer l'attention. Non pas que ce soit massif encore, mais on voit quand même que c'est un phénomène qui gagne discrètement en importance depuis quelques temps déjà, depuis en fait à peu près une dizaine d'années déjà, qui évidemment soulève pas mal d'enjeux. Donc on voulait inviter un peu le public à y prêter attention dès maintenant. De quoi on parle en somme quand on parle de cybermercenariat? Je pense que le terme est quand même assez évocateur, mais on parle en gros de groupes de pirates informatiques qui en fait monnaient leur savoir-faire à différents acteurs et se voient mandatés en fait par différents acteurs pour mener des cyberattaques ou des campagnes de cyberespionnage contre rétribution financière. Donc, on ne parle pas de ce qu'on utilise parfois dans le langage des RI, de proxy. On ne parle pas de proxy qui aurait des buts politiques clairs et qui s'aligneraient nécessairement sur l'intérêt national d'une autre puissance. On parle vraiment d'acteurs qui agissent avant tout par appât du gain et qui vendent un service, en fait, dans le cyberespace. Ça recouvre différentes configurations. En fait, dans certains cas, on parle, par exemple, de groupes cybercriminels qui en marge de leur activité propre, de manière clandestine, louent leurs services à l'heure, si on veut, un peu en fait ce que Dany évoquait avec le cas des groupes criminels qui mènent des rançongiciels, c'est une des configurations qu'on observe. Dans d'autres cas, on parle aussi d'entités en fait formellement organisées en entreprise, donc parfois même légalement enregistrées comme entreprise, qui emploient par exemple des anciens hackers de services de renseignement, notamment on a vu ça aux États-Unis, des anciens employés de la NSA en fait, qui étaient employés par des firmes privées et qui pratiquent des piratages sur une base quasi contractuelle en fait. Donc c'est quelque chose de très très organisé, très formalisé. Il y a un marché, une industrie transnationale autour de ça. Et l'idée grosso modo reste la même. On sous-traite une activité cyber à un acteur tiers, soit peut-être parce qu'on ne dispose pas du savoir-faire requis pour mener ces piratages-là, ou peut-être parce qu'on veut masquer ses responsabilités, on veut disposer de ce qu'on appelle parfois un déni plausible sur la scène internationale, etc. Et on commence à observer ce genre d'activité au Canada. Dans le rapport, on présente notamment le cas que tu évoquais en introduction, le cas de Mercenary Amanda, qui est une grosse campagne de cyberespionnage révélée en juin 2020, qui mêle un peu espionnage économique, politique, enfin des différentes choses, qui a touché différents pays, mais notamment le Canada. Le Canada figure un peu dans les pays qui ont été le plus touchés par la campagne. On ne sait pas exactement combien d'entités canadiennes ont été touchées. Peut-être une dizaine, peut-être plusieurs dizaines, c'est pas très très clair comme je le disais tantôt. En fait, on ne donne pas beaucoup de détails et de données détaillées sur ces aspects-là. On sait qui l'a mené cette campagne-là. Ça a été attribué en fait par le Citizen Lab de l'Université de Toronto à une entreprise indienne qui s'appelle Bell Trucks Infotech, qui en gros fait du piratage sur demande. Mais on ne sait pas pour le compte de quels acteurs cette compagnie a mené des piratages au Canada.
Et c'est ça qui est intéressant et peut-être un peu inquiétant aussi, c'est que cette dynamique de sous-traitance via le cybermercenariat, elle vient éroder en fait encore davantage notre visibilité et notre compréhension en fait de ce genre de campagne de piratage ou de cyberespionnage. Ça rend encore plus difficile d'identifier qui est le commanditaire, à qui le crime doit profiter, entre guillemets, et quel but finalement on poursuit à travers ce genre de piratage-là. Donc c'est un peu une des raisons aussi pour lesquelles on voulait attirer l'attention sur ce phénomène de cybermercenariat, c'est qu'on voit que ça vient ajouter en fait encore plus d'opacité et d'incertitude finalement aux enjeux de cybersécurité au Canada et ailleurs évidemment. Et Alexis, j'ai envie de te lancer. Et vous trois, de toute façon, si vous avez envie d'intervenir sur ce thème, n'hésitez pas à le faire. Mais évidemment, dans l'actualité en ce moment, on parle beaucoup. On n'a pas le choix de l'intervention russe en Ukraine. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts de ce conflit sur la cybersécurité au Canada notamment? À quel genre de retombées peut-on s'attendre? Est-ce que ça, c'est un enjeu majeur ou pas? Alexis, peut-être, je te lancerai là-dessus. Oui. Je pense qu'on peut envisager différents types d'impacts. On a beaucoup dit en fait depuis le début du conflit en Ukraine qu'il y avait pas eu contre toute attente de grandes cyberguerres, de cyber Pearl Harbor, etc. Donc on s'est un peu étonné que la Russie avait pas mené de grandes cyberattaques contre l'Ukraine en marge de l'invasion. Et ce qu'on voulait peut-être rappeler un peu dans la conclusion, c'est que le cyber quelque part c'est un outil qui est surtout et avant tout utile en contexte de tensions géopolitiques qui reste en dessous du seuil du conflit armé. C'est un instrument dont la plus-value, quelque part, c'est de pouvoir nuire sans confronter de manière un peu plus furtive, clandestine, etc. Or, si on se base sur cette prémisse, ce que ça nous suggère, c'est que peut-être bien que la Russie a pas tellement d'intérêt à utiliser beaucoup de cyber contre l'Ukraine même en ce moment, mais elle peut trouver par contre un certain nombre d'avantages à déployer du cyber contre des acteurs tiers qui sont pas directement partis au conflit, mais qui jouent quand même un rôle peut-être un peu plus indirect. Or, on sait que le Canada a imposé des sanctions diplomatiques et économiques à la Russie. On sait que le Canada fait partie de l'OTAN, on sait que le Canada a livré des armes à l'Ukraine également. Et donc la Russie, si elle se sentait l'envie de répliquer à ses actes, trouverait peut-être dans le cyber un outil de premier choix en fait pour un peu rendre la monnaie de sa pièce. Au Canada, on évoque dans le rapport quelques scénarios potentiels. Je ne vais pas tous les répéter, mais on peut envisager par exemple que la Russie encourage ses réseaux criminels à redoubler leurs cyberattaques, notamment par rançongiciel, comme l'évoquait Dany, contre des entreprises canadiennes. Peut-être dans l'idée de dire, vous voulez nous heurter financièrement avec vos sanctions, on va vous faire la même chose via des cyberattaques par rançongiciel, par exemple. On peut envisager aussi que la Russie veuille peut-être essayer de punir des entreprises canadiennes qui ont pris des mesures à leur échelle contre la Russie, par exemple en boycottant la Russie ou en stoppant leurs activités en Russie. Et donc, la Russie décide de mener des cyberattaques contre ces entreprises-là pour peut-être les pousser à lever leur boycott ou à reprendre leurs activités sur le sol russe. Donc, il y a ce différent type de scénario-là. Je ne vais pas trop m'étendre non plus et je ne veux pas non plus faire l'oiseau de mauvais augure parce que de toute façon, je n'ai pas de boule de cristal. Mais c'est quand même des scénarios qui, à première vue, ne sont pas totalement farfelus. Donc, il faut quand même les envisager qu'ils puissent survenir et peut-être aussi commencer à réfléchir à l'avance déjà à comment on réagira si ça se produit. Est-ce qu'on dénoncera publiquement ou non ces attaques-là? Est-ce qu'on décidera de riposter ou non à ces attaques-là? Est-ce qu'on voudra riposter avec d'autres cyberattaques ou par d'autres moyens, le cas échéant lesquels? Contre quelle cible on voudra riposter, etc. Et surtout, est-ce qu'on sera prêt à assumer en fait les risques d'une potentielle escalade que ça peut générer? Donc voilà, je dis pas que ça va se passer, je souhaite pas que ça se passe évidemment, mais c'est pas des scénarios farfelus et ça peut être quand même assez judicieux de commencer à se poser ces questions-là dès maintenant, quoi. Oui, puis il serait intéressant de voir si l'édition 2023 de notre rapport l'an prochain fera état de certaines attaques qui seraient liées à ce mécontentement, oui, peut-être de Moscou à l'égard des politiques canadiennes dans le dossier ukrainien. Donc, c'est certainement une chose qu'on va surveiller pour la suite. Oui, si tu peux me permettre, juste prendre quelques instants, une tendance qui est
concrètes qu'on observe, bon, ça fait un peu plus qu'un mois que le conflit est commencé. Et puis, si on regarde, moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de désinformation. Et puis, si on regarde comment le sujet de conversation dans des... Bon, j'utilise des fois le mot complosphère, là. Donc, comment les sujets... on ne parle plus de pratiquement plus de coronavirus, on ne parle pratiquement plus de dictature sanitaire. On parlait beaucoup de Justin Trudeau, dictateur. Et là, tout d'un coup, tout ce monde-là se sont mis à parler de l'Ukraine. Tout ce monde-là se sont mis à parler de l'Ukraine et ces messages-là sont amplifiés aussi par des automates, donc des robots, si on veut, là, des machines qui sont programmées pour répéter des messages continuellement sur Twitter, sur Facebook, Instagram, tout ça. Donc, on regarde que le narratif a complètement changé. Et là, on essaie dans différents pays, on essaie de faire en sorte que les personnes qui étaient déjà contre les mesures sanitaires, contre ça, vont vraiment se grouper derrière la Russie, contre l'OTAN. Donc, on essaie de vraiment changer là, cette dynamique conflictuelle-là qu'on observait dans notre société. On change complètement de sujet, mais c'est les mêmes personnes. Donc, je pense que ça va être très intéressant de regarder ça et de se poser des questions là-dessus aussi, parce que la Russie, en ce moment, elle doit, à l'interne, manipuler l'information pour essayer de garder l'appui de sa population. Maintenant, comment ça va se transposer chez nous? Je pense que c'est important de se poser ces questions-là aussi. Alexis, Gabriel et Dany, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la discussion d'aujourd'hui. Je vous félicite pour le travail colossal que vous avez réalisé pour la publication de cette édition 2022 du rapport de l'OCM sur les cyberincidents géopolitiques au Canada. État des lieux 2022, c'est pas édition 2022, c'est État des lieux 2022. Le rapport, je le rappelle, ainsi que le répertoire des cyberincidents visant le Canada, touchant le Canada, sont disponibles gratuitement sur notre site Internet au www.dendurant.uqam.ca. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite également à nous suivre sur les médias sociaux si vous le souhaitez. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et autres. Et je vous remercie encore une fois, tous et toutes. Merci à nos 3 conférenciers et conférencières et je vous dis à la prochaine.